Et bien après le fantastique talk duquel on vient de sortir, qui nous a parlé des 9 boîtes sur 10, moi, je vais vous parler de la boîte qui reste. Parce que, en gros, dans mon parcours, j'ai beaucoup fait de startups qui sont passées au stade scale-up, tout ça, tout ça. Et on se rend compte qu'on a tout un tas de problèmes qui n'existent pas dans beaucoup de boîtes. Mais du coup, quand on tombe dessus, c'est un petit peu pénible d'y arriver et d'avoir zéro réponse à apporter. Donc je vais vous parler d'une des réponses possibles. Encore une fois, ça dépend toujours du contexte, tout ça, tout ça. Mais je vais vous parler d'une réponse qui est l'architecture hexagonale. Donc, énoncé du problème. Au début, DHH créa Rails. Et on était plutôt content. On l'est toujours d'ailleurs. Merci DHH si tu nous regardes. Mais sans déconner, Rails, c'est vraiment un framework stylé parce que la learning curve est plutôt rapide. On est plutôt très productif et il y a énormément d'avantages. L'un d'eux, c'est que c'est backé par des très grosses boîtes qui l'utilisent ou l'utilisaient, et donc du coup qui nous montrent un petit peu ce qu'on peut faire avec et jusqu'où on peut aller, et qui nous prouvent que Rails peut scaler. Et donc, on a tous aimé The Rails Way. C'est comme ça que commence l'histoire. Euh, mais il y a un constat, c'est que dans cette boîte qui reste, au fur et à mesure du scale, on se retrouve avec une équipe qui n'est pas toujours celle de DHH, pas toujours celle de Shopify, parce que dans la team de DHH, il y a la moitié des core contrib de Rails. Ah, c'est pas mon cas, je suis pas à core contrib de Rails, et il y en a pas dans mon équipe. Et chez Shopify, si jamais vous vous attrapez quelqu'un de Shopify un jour, je vous invite à lui poser des questions sur ses coéquipiers. Euh, mais paraît-il que c'est plutôt des gens qui sont très très solides. Et donc du coup, quand on arrive dans cette boîte sur 10 qui a quelques années d'existence, qui a un produit qui commence à scaler et qui doit gérer tout ça, et on n'est pas dans le même contexte que toutes ces personnes. Donc du coup, les gens commencent à faire des bêtises qui peuvent être coûteuses en prod. Vous avez tous entendu parler de callback active record qui ont posé des problèmes. Vous avez tous et toutes entendu parler de trucs trop génériques, de fat models peut-être, de fat controllers peut-être. Et tout ça, c'est des vrais soucis qu'ont les boîtes qui scale avec Rails et auxquels il faut trouver des solutions si on veut justement pas générer trop de dettes techniques au fur et à mesure qu'on développe des features. Je savais pas comment le traduire. Oui, enfin Marc. Mais du coup, pour faire évoluer nos projets d'une manière saine, il faut un cadre, il faut une standardisation, et Rails apporte énormément de réponses sur tout un tas de points, jusqu'à des interactions entre le front et le back, et des réponses qui sont souvent très très solides. Euh, mais il y a sur les applications notamment, qui ont des business logic qui sont très très complexes, on a assez peu de réponses out of the box de Rails. euh, Parce que voilà. Ou alors je les connais pas. Si jamais quelqu'un a envie de m'éclairer. Donc il y a pas mal de choses qui sont tentées généralement. Les premiers réflexes, c'est un petit peu de tout mettre dans des concerns, de faire des services objects, et au lieu d'avoir des contrôleurs très fournis, des modèles qui font 1200 lignes avec plein de callback active record, on se retrouve avec le user service, le authentication service, le UID service, et tous les services qui vont bien. Il y a des gens qui ont tenté d'autres choses, partir sur des microservices, changer de langage, et des trucs qui marchent plus ou moins bien. Globalement, il y a une vibe de
beaucoup de boîtes qui sont parties soit de la mauvaise manière dans les microservices et qui en sont revenus, soit de la bonne manière, mais ça leur a pas plu et du coup ils en sont revenus aussi. Il y a des gens qui ont réussi, enfin qui sont heureux en tout cas en microservices, donc ça marche dans certains contextes, mais pas dans tous. Mais on n'a pas tous envie de partir en microservice, on n'a pas tous non plus la seniorité dans l'équipe pour partir en microservice, parce qu'il y a d'autres problématiques qui viennent avec, et donc il faut quand même trouver des solutions. Donc voilà, tout n'était pas successful, mais beaucoup de gens ont appris des choses. Je sais que je suis passé dans des endroits où bon, on a tenté le microservice, il y a eu des trucs qui étaient très intéressants et des trucs que j'ai beaucoup aimés. Il y a des trucs aussi qui étaient un petit peu plus complexes, comme par exemple faire des microservices trop petits, se rendre compte que deux microservices ont besoin de la même base de données, des choses comme ça. Mais sur le chemin, c'est bien, on apprend des choses, il y a des choses qu'on a envie de refaire et des choses qu'on a moins envie de refaire. Et du coup, je cut ici pour vous parler un petit peu de moi, parce que après je vais vous dévoiler l'hexagonal architecture. Moi, je suis Johan Wilfried Kalik, je suis Head of Engineering dans une boîte qui s'appelle Memory. Je suis passé par des boîtes plutôt sympas avant, genre Scalo, Aircall. C'est peut-être des noms que vous avez eu l'occasion d'entendre. En tout cas, c'était dans des endroits où c'était vachement cool de travailler. Et aujourd'hui, Memory, juste en 2 mots, c'est un slide commercial, donc je sais que ça vous parlera pas trop, mais je vais faire un voice-over qui raconte pas exactement ce qu'il y a sur le slide. On fait une solution SaaS, comme beaucoup de monde. Nos clients, c'est les acteurs grande distri. On est dans le domaine de la data. Notre but, c'est de les aider à comprendre ce qui se passe dans les magasins et à gérer au mieux leur parc de magasins. Et on recrute des profils plutôt seniors. On n'a pas de poste explicitement ouvert, mais contactez-moi si jamais. Donc, la silver bullet, la fausse silver bullet. Bien sûr, une blague, parce que, comme l'a dit le speaker d'avant, dont j'ai oublié le prénom, je suis désolé, mais comment? Guillaume. Comme l'a dit Guillaume, il n'y a pas de silver bullet, chaque chose a son contexte. Ouais, il l'a déjà dit, donc je le redis pas. Qu'est-ce que c'est, au final, une solution qui marche à ce genre de problème? Je vais essayer de le définir. C'est une définition qui est un peu subjective, puisque c'est la mienne. Peut-être que vous en aurez une qui est à peu près différente. Mais en gros, on veut que ce soit maintenable at scale, parce que c'est le problème de base qu'on essaye de résoudre. C'est on a une application qui a grossi, on a de la dette technique, on a tenté des trucs pour la résorber, mais ça marche pas hyper bien. Un bon coût-risque ratio. Ça, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que dès qu'on standardise, dès qu'on vient mettre des pratiques, ça a un coût, notamment en termes de productivité. Ça peut avoir un coût en termes de performance, en termes d'onboarding, en termes de peu importe. Et quand on écrit des choses, eh ben, on a un risque de bug, d'introduire de la dette, de machin. Donc ce ratio-là, il doit être bon. On veut pas totalement tuer la productivité parce que sinon, on bouge plus et c'est un peu nul. Et il faut que les développeurs et développeuses soient heureux. Donc on veut de la DevX, on veut des choses comme ça. J'ai mis une petite citation de DHH parce que on aime bien. Non, mais celle-là, je l'ai trouvée vraiment vraie pour les gens qui sont passionnés par le dev. Il y a une pure joie dans le fait de dev et on ne veut absolument pas enlever ça par les pratiques qu'on viendra mettre. Hexagonal! À la rescousse. Qu'est-ce que c'est l'architecture hexagonale? Dans l'idée, ce que j'ai voulu faire avec ce talk, c'est donner une toute petite pointe de théorie, parce que sinon c'est un talk qui va durer 3h30 et personne n'a envie. Donc une toute petite pointe de théorie, et montrer un petit peu de code pour vous donner une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. Si jamais j'ai éveillé des curiosités, soit vous venez me parler, soit vous faites des manifs sur le Slack pour que je fasse un deuxième talk plus approfondi.
Mais en tout cas, aujourd'hui, ça se veut être une overview relativement légère. Donc l'architecture hexagonale, c'est quoi? C'est un ensemble de concepts qu'on a essayé de mettre ensemble pour que globalement le code évolue dans le bon sens. Dans ces concepts, il y a quoi? Il y a separation of concern, donc ça c'est l'idée que on va avoir des petites pièces dans notre code qui vont interagir, mais chacune a son rôle et chacune n'a que ce rôle-là. C'est un peu de vocabulaire parce qu'on a des trucs du genre des primary adapters, des secondary adapters, il peut y avoir beaucoup de vocabulaire, mais il y a vraiment deux, trois concepts à connaître qui sont pas très compliqués et on peut rentrer dedans très vite. Il y a une pierre angulaire, on va dire, selon moi, c'est l'injection de dépendance qui permet de venir découpler les choses. Et donc ça va avec le separation of concern, c'est que chacun a son rôle. Euh, la plupart des trucs s'injectent et donc tout est découplé. Et c'est trop bien. Et une emphase, si on parle de clean architecture, qui est une dérivée de l'hexagonal archi sur le code domaine. Donc ça va être la business logic, vraiment le code important. Pas le code qui fait la requête HTTP, le code qui calcule les trucs importants. Sur les deux, trois notions qui sont importantes à connaître, il y a la notion d'adapteur. En fait, il faut le voir, il y a un petit schéma à la fin, mais je commence par les explications. Mais il faut le voir comme un flow où il y a les primary et les secondary adapteurs. Donc les primary adapteurs, c'est ce qui va venir déclencher votre code. J'ai une requête HTTP, j'ai une CLI, et tout ça, ça va venir déclencher du code à moi qui va faire des trucs. Et les secondary adapteurs, ça va être ce qui va vous servir à interagir avec le monde extérieur. Donc avec la DB, avec un message queue, avec un autre service, j'ai une requête HTTP, peu importe. Ensuite, il y a le concept de port et d'implémentation. Donc les ports, ça va être les contrats d'interface entre les différents objets, puisque si j'injecte des trucs, eh ben, il faut que ça marche d'une certaine manière et que je puisse remplacer ce que j'injecte par autre chose et que ça marche toujours de la même manière. Donc ça, c'est les ports et les implémentations. Et ensuite, les domaines et les use cases. Donc ça va être pour toute la partie business logic. On considère que le domaine, c'est une espèce de zone dans laquelle il y a le code métier, le code important, et tout ça, c'est drivé par des use cases qu'on va venir déclencher et orchestrer. Et il y a une partie un petit peu infrastructure layer qui vient un peu en opposition avec le domaine, c'est-à-dire qu'il y a le code métier qui fait les vrais trucs, et il y a le code infrastructure qui va chercher et interagir avec le monde extérieur. L'injection de dépendance, j'ai fait un slide dessus parce qu'on n'a pas l'habitude en Ruby. C'est pas quelque chose qui est hyper ancré dans l'écosystème. Mais si ça peut paraître un truc compliqué au début, en fait, ça l'est pas du tout. Globalement, l'injection de dépendance, c'est des paramètres qui sont passés dans un constructeur. Alors après, souvent, il y a des trucs autour pour que ça se fasse différemment. Il peut y avoir des décorateurs en TypeScript, des librairies en Ruby. Mais globalement, c'est ça. Les gros bénéfices, c'est ça permet de découpler et ça facilite énormément le testing. Donc ça, il y a des outils qui sont dispo chez Memory. On utilise Dry Container. Les gens qui ont entendu parler des monades dans les talks précédents ont certainement côtoyé Dry Container. Et du coup, le côté maintenabilité, donc quand on parle de maintenabilité, là, il y a un concept qu'on vole un petit peu à d'autres idéologies, mais globalement, le plus gros de la maintenabilité, on le veut sur le code métier. Le code qui fait une requête HTTP à un autre service, bien sûr, on veut qu'il soit maintenable, mais c'est bien moins critique que si notre code métier, il fait pas exactement ce qu'on veut. Et donc, du coup, les classiques killers de maintenabilité, si je regarde du code, je comprends rien, il me faut 10 minutes pour comprendre 3 lignes de code. J'ai trop de trucs qui sont couplés les unes avec les autres, et du coup,
c'est compliqué de démêler le spaghetti. Et du coup, en conséquence, souvent, j'ai beaucoup de risques de péter un peu tout. Parce que bah, si je touche à un truc, que c'est couplé à autre chose, et puis qu'en plus je comprends rien, et bah, c'est le bordel. Du coup, ce qu'on va vouloir faire, c'est avoir des plus petits bouts qui sont découplés, faire en sorte que d'optimiser pour la facilité de compréhension. Globalement, l'idée, c'est que on va pas chercher à optimiser pour la performance si on n'a pas de problème de perf. D'abord, on fait en sorte que ce soit le plus lisible possible. Puis si un jour on a un problème de perf, bah on sera Shopify et puis on aura les moyens de le régler. Mais pour l'instant, c'est pas le problème principal qu'on cherche à régler. Et un autre concept autour des tests, c'est que il y a, on va pas, enfin, je pense personnellement que c'est néfaste d'aller chercher un code coverage à 100%. C'est pas le genre de pratique pour lesquelles j'évangélise. Par contre, je pense que effectivement les tests c'est important, et particulièrement les tests de la business logic. Effectivement, on va vouloir que notre business logic soit testé de fond en comble, histoire d'être sûr de ne pas avoir de régression dans le futur ou de pas avoir de problème. Euh, le L'architecture hexagonale, donc comme il y a plein de concepts, qu'on découpe beaucoup, que chaque truc a sa responsabilité, ça va nous créer beaucoup de boilerplate. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va avoir plein de dossiers dans lesquels on va avoir plein de fichiers, ça va être des petites classes, ça va pas faire grand-chose. Ça, clairement, quand on n'est pas habitué, au début on se dit «Ouais, c'est chiant, faut créer plein de fichiers, c'est pas marrant». Je suis d'accord, je suis passé par là. Mais si on le fait, c'est pourquoi c'est pour tous les avantages qu'il y a à côté, pour toute la clarté que ça apporte, pour toutes les fois où on n'a pas besoin de passer 45 minutes à se demander comment on va appeler UID service, pour le file system dans lequel tu sais exactement où t'orienter pour trouver le truc que tu cherches, et enfin, c'est pas, t'as pas 10 endroits où tu peux retrouver la même entité, peu importe. Et tout ça, en fait, ce que ça crée, c'est ça crée un écosystème technique dans lequel on sait à quoi s'attendre. C'est facile. Quand je fais une fonctionnalité, je sais où vont mes différents composants. Quand je cherche un bug, je sais où chercher. Parce que bah, si c'est un bug dans un repository, bon, vous me direz, ce serait dans un modèle Rails, c'est pareil. Mais dans tout l'écosystème des services qu'on ne sait pas trop où mettre, chaque chose a sa place et donc je sais où regarder. Et donc ça, c'est le schéma barbare de la fin. Où, alors il est dans un article, je vous enverrai le lien sur le Slack, c'est une série d'articles qui est assez incroyable à mon avis. Mais si je fais un très rapide voice-over sur ce schéma, tout à gauche, vous avez ce qui trigger vos use cases. Ça va rentrer par différents trucs qui vont être les primary drivers, les primary adapters. Ensuite, ça va venir dans votre couche domaine, utiliser différentes choses. Ça va interagir avec le monde extérieur via les secondary adapters et ça va envoyer une réponse. Et time to see some code. J'ai fait 20 minutes là. Je vais très vite alors. Je fais la petite démo. Hop, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait un petit use case qui va me créer, je sais plus écrire mon prénom. Je vais éteindre mon serveur. C'est l'effet démo. C'est pas grave, je ferai la démo plus tard. Ce qui est important, c'est l'architecture de dossier. Donc globalement, ce qui se passe, c'est que j'ai un contrôleur Rails qui est très léger puisqu'il vient chercher
mon create account dans mes adapteurs HTTP. Si je vais voir, hop, et je me rends compte qu'il va falloir que j'aille très vite, donc ce sera pas peut-être pas très 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 digeste. Ouais. Et je me rappelle d'un slide que tu avais fait où tu disais c'est pas une bonne idée de montrer du code pendant les talks. Bon, je me rends compte que. Ça dépend, c'est qui veut montrer. Euh, Moi, je vois Pokémon. Donc globalement, ce que je vais chercher à faire, c'est créer un compte et en créant ce compte, y associer un Pokémon préféré. Je n'avais pas de grosse idée de business logic, faut me pardonner. Euh, on s'est parlé de découpage et d'injection de dépendance. Le premier truc qu'on voit là, donc ça, c'est ce qui est appelé depuis mon contrôleur Rails. Le premier truc que je vais faire, parce que j'ai choisi de ne pas utiliser de lib pour cet exemple-là, pour montrer que la dépendance d'injection, c'est un truc simple, c'est que je vais aller chercher mes dépendances, donc mon repository de Pokémon, de compte et mon truc pour hacher mon password. Je vais les passer à l'initialisation à mon use case et je vais appeler mon use case avec les paramètres que mon contrôleur Rails a reçus. J'ai une petite subtilité, c'est que mon contrôleur Rails est passé en paramètre à ce truc-là, qui, du coup, il se retrouve output, là, c'est mon contrôleur Rails, et je peux m'en resservir plus tard pour faire du rendering, et donc j'ai un renderer qui est passé à mon use case. Ce qui fait que mon use case est totalement agnostique de est-ce que je suis dans Rails, est-ce que je suis dans Anami, est-ce que je suis dans Sinatra, est-ce que je suis dans un worker sidekick, est-ce que je suis autre part. En fait, il est juste... il sait qu'il doit appeler render success ou render error. Ensuite, si je saute dans mon use case, le initialize, il est plutôt simple. Je stocke mes dépendances quelque part. Et là, ce que je vais faire, c'est que je valide je valide mes paramètres. Donc je vais renvoyer un truc de cette forme-là. Encore une fois, on a fait un talk sur les... Enfin, il y a eu 2 talks sur les monades, donc je voulais pas remettre une couche sur les monades. Mais comme c'est un coding style que j'ai adopté depuis longtemps, il y a des traces. Donc j'ai ma réponse. Je vais me servir de mon renderer pour aller balancer mes erreurs si jamais c'est pas valide. Si c'est valide, je vais hacher mon password et récupérer mon Pokémon favori. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pas vous faire tout ligne par ligne parce qu'en fait, je me rends compte que c'est chiant, mais ce qui est intéressant, c'est que j'ai un use case qui est totalement agnostique de tout ce qui l'entoure et qui est capable de faire des choses qui ont un intérêt certain, puisqu'on cherche un Pokémon quand même. Et tout ça, tout en n'ayant pas conscience du fait que derrière Accounts Repository, j'ai un modèle ActiveRecord. Derrière Pokémon's Repository, j'ai une requête HTTP vers l'API PokéAPI. Et si jamais je décide de tout changer mes dépendances demain, de le faire tourner dans du Anami, il n'a aucune idée d'où il tourne. Et en termes de file system, j'ai que des choses... Alors là, c'est un petit peu petit pour bien vous montrer, mais j'ai que des choses qui sont très petites. J'ai ma Poké API, j'ai mon repository qui va venir utiliser ma Poké API et qui va venir faire des choses, peu importe. J'ai mon account repository qui va se servir de mon modèle ActiveRecord pour créer mon user. Donc ça, c'est mon primary adapter qui fait le lien entre mon contrôleur Rails et mon use case. Et j'ai mon use case qui est relativement petit, relativement concis et qui fait peu de choses. Et ça, c'est une manière de découper une app Ruby au final, parce que c'est pas vraiment lié à Rails, qui va permettre d'avoir un raisonnement logique et de
de comment? De mettre un petit peu... Enfin, mince, je perds mes mots. Après avoir lu du code, je sais plus parler français. Qui va permettre d'avoir une certaine standardisation dans la manière de découper les objets et de découper les différentes choses qui interagissent dans le code et de les organiser. Voilà. J'ai dépassé le temps, donc je m'arrête là. Si vous avez des questions. Ouais. Moi, j'ai une question. Je t'en prie. Ouais, c'est archi intéressant, merci pour ton talk. Mais j'ai une question, mais j'ai l'impression que je te la pose à chaque fois que tu parles d'architecture hexagonale. On l'a vu, du coup, ça a introduit énormément de concepts, énormément de classes, énormément de complexité, alors que je pourrais juste faire user.save, render notice, machin. À partir de quand, dans l'étape de ma scale, je devrais commencer à songer à ce truc-là? C'est quoi les indicateurs clés, selon toi, qui permettent de se dire, OK, là, ça commence à partir en cacahuète, il faut absolument que je passe sur ce Bon, truc-là? en vrai, relativement tard, parce que le, les boîtes dans lesquelles je suis passé, qui avaient le contexte pour pouvoir se dire ok, ça peut devenir intéressant, c'est des boîtes qui avaient 5-6 ans, mais genre d'hypercroissance, qui avaient un CA qui dépassait systématiquement les au moins 20 millions, mais en vrai, à l'époque où l'argent était gratuit, ça partait en CA de 50-60 millions. Sur des équipes techniques qui étaient entre 20 et 80 personnes qui ont travaillé dessus depuis au moins 4-5 ans, tu vois. Donc, et qui ont des logiques business assez marquées. Parce que, en gros, tu peux avoir 50 ans d'existence, générer des milliards de CA, et si tout ce que tu fais, c'est quasiment que du crude, en fait, l'architecture hexagonale, ça sert à rien pour ça, quoi. Et ça servira jamais à rien, et il faut jamais que tu ailles là-dedans. Parce que tu fais du crude, comme tu le dis, c'est beaucoup plus simple de le faire the Rails way. En plus, tu génères tout, tu fais un Rails G-scaffold, c'est fini. Mettre ta slide avec les avantages de l'hexagone architecture. Ah, pardon. Cette slide-là était vraiment. Enfin, les autres aussi, si tu veux. Mais... Euh... Celle-là? Non, je t'avais dit les avantages. Je me rappelle, il y avait 6 petits bullet points vers le bas de la page. Oui, ça. Ouais. Non? Si, j'aime bien ça. Enfin, je voulais pas dérailler ni la présentation ni la question, mais c'est-à-dire qu'avant de te poser la question de changer ton archi, très probablement ça gratte à des endroits où tu as mal, et très probablement, tu vois, dans les 6 ou 7 bullet points que tu as ici, c'est là-dessus que tu as des problèmes. Donc au bout d'un moment, tu vas te poser la question, je suis en fait, est-ce que j'ai... Enfin, tu vas probablement pas te poser la question, est-ce que je dois mieux ranger mes fichiers? Ou alors si tu te la poses, c'est parce que tu veux jouer, parce que t'as pas envie de te poser les vraies questions qui font mal, donc tu vas ranger tes fichiers à la place, tu vois. Mais si tu as envie de découvrabilité, de prédictabilité et surtout de découpling, je pense qu'il y a des choses à gratter et tu trouveras des solutions. Peut-être pas dans Hexagonal, il y en a plein d'autres. Et je pense que de toute façon, tu vois, c'est pas pour rien que c'est en premier. Si ton hommage il est merdique, tu as d'autres problèmes. Non, mais très sincèrement, tu peux mener d'architecture très très loin si ton hommage il est bon. Bref, c'était mes two cents. Mais est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être dans la salle? Plein. Ok. Go. J'en ai noté, Oui. il y en a au moins deux. Moi, j'avais une question sur un projet qui a un Rails qui existe depuis quelques années. Ça serait quoi ta manière de faire? C'est soit tu commences à modifier le Rails en place et à bouger des parties du Rails en hexagonal, ou tu refais un projet from scratch en ayant tout de suite une bonne architecture et après tu fais un switch de l'ancienne vers la nouvelle. J'ai vu. Alors, je pense que de manière générale, encore une fois, ça dépend du contexte, mais le rewrite from scratch, c'est plutôt une fausse bonne idée que un truc à faire. On a tous l'impression, enfin, on a tous eu l'impression, je pense, dans nos carrières, que c'était nécessaire parce que
C'était trop compliqué, il y avait trop de pain points, c'était trop difficile à bouger, on allait tout casser. Pour en avoir fait quelques-uns, ça s'est systématiquement mal passé. Et pourtant, il y a eu des fois où on avait une bonne équipe, on avait le support du management, tout ça. Donc, je pense que je profiterai des opportunités d'évolution pour tester justement le concept. Parce qu'il y a un autre truc, c'est que quand on change l'architecture, que ce soit architecture hexagonale ou peu importe ce qu'on a d'autre, il faut aussi que l'équipe s'habitue, monte en compétences, gagne en compréhension sur le truc. Donc je profiterai des nouvelles features et des évolutions pour dire ok, je vais tester ça là-dessus. Je vois comment on le prend en main, je vois ce que ça nous apporte comme avantages et inconvénients, et je me fais un avis de si j'ai envie de l'étendre ou pas. Donc c'est quelque chose qui peut être progressif. Ouais. Bien sûr. En fait, tu l'as vu, regarde, je remontre juste un peu de code, mais en entrée, en fait, j'ai une action d'un contrôleur Rails. Donc en fait, si j'ai envie d'avoir certaines actions où j'ai mon architecture hexagonale, je peux. Et certaines actions qui font autre chose, bah, tu peux tout faire. Il y a une citation que j'adore qui définit ce que c'est que l'architecture logicielle. Parce que parler à plein de gens qu'est-ce que l'architecture logicielle, vous allez bien galérer. Une que j'aime beaucoup, c'est l'architecture logicielle, c'est l'art de déléguer à plus tard les décisions qu'on peut prendre plus tard. Et du coup, si tu fais un design upfront en disant ça va être comme ça, probablement tu as tort. Et si tu dis je vois que ça va par là, et ça, on pourra le décider plus tard, à mon avis, c'est plutôt ça une bonne architecture. Tu vois l'idée? Donc si tu es déjà emprisonné dans ta propre code base, c'est un indice de ce qu'il faut changer. Pareil, j'ai que des petites phrases en 2 lignes, mais je les adore. C'est par exemple, ne fais jamais les choses difficiles. Rends la chose difficile facile, et après fais la chose facile. Tu vois? Bref, il y avait une question par là. Bon, je me suis fait voler ma première question, du coup j'ai une deuxième question. Est-ce que pour tout ce qui est de l'architecture, est-ce que tu as des outils, ou alors tu parlais de Scaffold par exemple, est-ce qu'il y a la même chose mais pour l'architecture hexagonale? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'aide, tu peux taper une petite commande et ça va te faire, on va dire, une dizaine de dossiers et t'as pas de, on va dire, toute cette logique, elle est humaine mais elle est un petit peu automatisée. Ou alors elle est que humaine et du coup c'est toi qui dois tout avoir en tête. Dans l'écosystème Ruby, non, parce que l'architecture hexagonale dans l'écosystème Ruby, c'est pas un truc qui est hyper standard. Pour plein de bonnes raisons, en vrai, parce qu'encore une fois, c'est un problème de une boîte sur 10 et pas toute, enfin pas 100% du 1 sur 10. Mais du coup, il y a assez peu de tooling en Ruby. J'imagine que dans d'autres langages comme le C# ou le Java, doit y avoir du tooling autour. Non, même pas, je sais pas. Il y a du tooling qu'il ne faut pas utiliser. Mais du coup, en fait, quand tu vas sur des approches comme ça, dans des écosystèmes enfin, où c'est pas des pratiques qui sont poussées, c'est à toi un peu de construire ton tooling. Comment tu convaincs l'équipe technique que c'est la bonne direction? Je pense que tu convaincs pas une équipe technique. Je pense que tu démontres aux gens que c'est mieux. Euh, ce qui est difficile, c'est de trouver le temps pour faire l'effort de démontrer. En gros, comment tu démontres, c'est ce que je disais tout à l'heure, tu prends l'opportunité de la nouvelle feature, du nouveau truc, du machin. Tu dis, ok, je vais tester ça. De toute façon, ça s'intègre seamlessly avec le reste de l'app. Et donc, du coup, je vais montrer que voilà, c'est du code qui est plus modulable, qui est plus machin, Et en plus, j'ai des tests qui sont plus faciles à faire parce que pour moquer, c'est largement plus simple une fois que tu as de l'injection de dépendance de partout. Mais encore une fois, l'architecture hexagonale, c'est aussi un assemblage de concepts. Tu peux aussi en prendre juste un pour commencer. Tu vois, tu peux commencer par faire de l'injection de dépendance sur ton code métier pour plus être dépendant de tous les SDK et les trucs que tu as autour. Et montrer que ça, c'est bien. Et une fois que les gens sont convaincus parce que tu leur as montré que ça, c'était bien, bah, tu peux étendre un peu. Mais tout faire d'un coup tout seul pour aller convaincre toute ton équipe, j'y crois, oui. Si je peux me permettre, parce que je suis parti pour tout dérailler, je suis vraiment désolé. Vas-y, vas-y. Euh,
En fait, moi, je vois pas dans quel monde ça peut mal se passer. C'est-à-dire que tu vas prendre ta code base où il y a déjà plein de problèmes et tu vas dire à quelqu'un, parce que là, tu partais de Mm. l'hypothèse que je montre parce que je suis le plus fort. Mais enfin, c'était pas dit, hein, mais voilà. Mais tu dis, tiens, toi, t'as le droit de faire autre chose. T'as le droit d'aller jouer dans un coin. Mais le gars, il est trop content. Il dit, mais j'ai plus l'architecture d'avant, j'ai plus les variables pourries, j'ai plus les triggers d'avant. Le chef, il m'a dit, vas-y, va dans un coin, fais une petite architecture et si t'es content, tu reviens nous en parler. Mais genre, mais moi je saute tout de suite. Tu vois, tous les développeurs ici, ils veulent s'amuser sur les projets Greenfield. Tout ce qu'ils veulent, c'est arrêter d'avoir des vieux projets à spanner. Donc quand tu dis, tiens, fais une petite expérimentation là-bas, genre les gens, ils adorent en fait, tu vois. Et ils savent où ils ont mal aujourd'hui. Et toi, enfin, toi, si tu les manages des gens, si tu as un lead technique ou quoi, écoute là où ils ont mal et mets-leur le nez dedans, parce qu'ils veulent pas. Ouais, je partage pas vraiment Non, non, mais parce qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de changer non plus. Il y a bien pas sûr. tous les développeurs n'ont pas forcément envie d'aller. Il faut arriver Bien à sûr. convaincre les gens justement qui n'ont pas envie de bouger. Et je Mais, pense que c'est mais, ça qui est difficile. mais une expérimentation, tu vois, c'est l'occasion de jeter les contraintes pourries que tu as tous les jours. Ah, c'est un contraire. Non. Et ma question est plus Ouais. comment tu convaincs les gens qui n'ont pas envie et comment tu prouves que. Parce qu'ils ont plus mal. Bah, les gens qui n'ont pas envie, c'est aussi les late adopters. Donc en fait, tu vas pas les convaincre eux, tu vas montrer au reste du monde qu'il y a des trucs bien et après ils suivront parce que c'est comme ça. Ce sera la nouvelle norme en fait. Ouais, j'ai trois questions, mais en vrai, c'est une grosse. Je vais essayer de les poser avec un peu de contexte. Est-ce que tu as été amené à recruter dans ce cas-là? Pourquoi je pose la question? Parce que est-ce que tu as eu des juniors dans ton équipe, sachant que c'est pas la convention de faire comme ça? Est-ce que tu as eu des problèmes sur la littérature? Parce qu'il y en a beaucoup moins que la convention, du coup, de fait. Il y a moins de tutoriels, il y a moins d'explications. Et la suite de la question, parce que c'est un peu la même, c'est qui est responsable de maintenir cette architecture-là dans votre équipe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, OK, là on sort de l'architecture hexagonale classique? Pourquoi je dis ça? C'est dans le but de ne pas avoir un truc Frankenstein avec à moitié pas de l'hexagonal, l'autre partie hexagonale, parce que comme tu l'as dit, ça rails des actions de contrôleur classiques, et après on part dans de l'hexagonal. Et du coup, comment vous faites pour dire, ah, attention, là il y a un truc, est-ce qu'il y a des règles Robocop, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est le chef de vous et qui dit là non? Et la dernière question, mais qui est encore une fois la suite, j'en ai parlé tout à l'heure avec Eileen chez Shopify, ils ont testé le modular monolith, donc c'est une autre approche encore, avec Backwerk, je ne sais pas comment ça se prononce. Ils reviennent dessus, ils sont en train de globalement ralentir ça, voire l'arrêter. Et ils reviennent à quelque chose de, bon, je ne parle pas pour elle, mais ils reviennent à quelque chose de Rails beaucoup plus classique. Est-ce que vous avez testé? Est-ce que vous n'avez pas testé? Est-ce que vous en êtes revenu? Est-ce que vous en êtes revenu, vous êtes passé sur ça? Voilà, tu as compris l'idée de la question. Alors moi l'histoire elle débute par un senior autour de moi qui maîtrisait l'architecture hexagonale et qui nous a un petit peu tous fait monter en compétences. Donc il y a une première boîte dans laquelle j'ai pu faire certains apprentissages, tester des trucs, voir ce qui marchait bien, ce qui marchait moins bien. Ensuite, chez Memory, ce qui se passe, c'est qu'il y a eu plusieurs, on va dire plusieurs cycles, comme dans toutes les boîtes, où les pratiques de dev évoluaient. Et il y a eu d'abord juste du Rails, après du Rails qui se veut hexagonal, mais qui contraint pas par architecture. Et ça a assez peu marché parce que justement, trop d'hétérogénéité dans les niveaux. Et là, moi, l'approche que j'ai amenée, c'est quelque chose, avec de l'outillage, beaucoup des contraintes aussi quand tu te lances là-dedans, il y a des choses que tu peux pas faire. Et pour répondre sur l'aspect Frankenstein, on accepte de pas avoir toute notre app qui est exactement pareille. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a des parties de l'app, ça fait 2 ans qu'on les a pas touchées. On les touchera probablement pas les 3 prochaines années parce que juste, c'est des parties qui sont stables et peu utilisées et pas cœur. Et donc, du coup, on n'a pas envie de se lancer dans des gros refactos qui vont aller toucher des trucs qui marchent déjà. Donc, on accepte d'avoir plusieurs versions. On essaye que ce soit pas le bordel, mais c'est OK qu'il y ait plusieurs trucs qui cohabitent. C'est pas de temps en temps, ouais, tu vois des trucs et tu te dis, ah bon, ça, je le migrerais bien. Mais il y a aussi le business, il n'y a pas que nos kiffs de dev qui comptent. Et pour le recrutement, il y a 2 choses. Il y a, oui, ça complique le recrutement.
dans le sens où tu vas avoir tendance à chercher des profils qui maîtrisent déjà. Mais ça complique pas. Au niveau des juniors, je dirais que ça pose plutôt un cadre vis-à-vis des gens qui sont juniors quand tu as un petit peu d'outillage, quand tu as des choses comme ça. Et il y avait une dernière partie, je ne me rappelle plus. Le qui maintient. Bah, chez nous, pour le coup, c'est plutôt un taf qui est collectif, c'est-à-dire qu'on a l'équipe de dev, elle est découpée en plusieurs petites équipes, et chaque équipe est un peu responsable de sa zone dans l'app. Donc il y a des zones qui se ressemblent un petit peu moins que d'autres, et c'est vraiment partagé pour le coup, la responsabilité. Après, de temps en temps, il y a quelqu'un qui s'énerve, qui refactor un bout le week-end parce que parce que ça le faisait kiffer. Et voilà, mais c'est plutôt l'exception que la règle. Le 99,99% du temps, c'est commun. Euh, alors moi je suis sur Ruby depuis pas très longtemps et je découvre à peine le Object Oriented Design et du coup si tu devais m'expliquer genre la différence entre Object Oriented Design et l'architecture hexagonale ou ce que ça apporte en plus, si c'est court, sinon c'est pas grave. C'est en très court, ça reprend beaucoup de choses de l'Object Oriented Design. Encore une fois, c'est un assemblage de concepts. Le but, c'est vraiment d'avoir des petits objets bien faits qui ont chacun leur responsabilité, qui rentrent dans la logique de l'architecture hexagonale avec les primary et les secondary adapters et le découpage infra-domaine, tout ça. Et de faire en sorte que tout ça soit le moins couplé possible, en tout cas au niveau du code métier. Je voulais vous remercier beaucoup pour vos talks. Je fais juste un aparté sur ton talk. Moi, voilà, je vous le dis, je suis un espion ici. Je suis développeur application mobile front. Voilà, je fais du natif. Et en fait, ça fait 6 ans que j'attendais ça côté back, parce que quand j'ouvre le code back, je le comprends pas. Et nous, on est sur cette archi-là depuis 6 ans. Je vous jure, ça marche. J'ai fait 3 boîtes, on est tous sur cette archi-là. Et c'est vraiment compliqué au début parce qu'on se dit putain, ça fait plein de fichiers. Mais en fait, après, c'est un bonheur au quotidien parce que tout le monde est normé et toutes les boîtes dans lesquelles on va, on sait s'y retrouver. Donc là, si le back et le front arrivent à se parler avec ce langage-là, c'est top. Donc, voilà. Merci beaucoup pour ce talk et celui d'avant.